De tout ce qu'a engendré la licence Pokémon depuis ses débuts, l'adaptation en animé et les films qui en découlent sont sûrement ce qui nous auront le plus marqué, que ce soit l'histoire touchante de Darkrai dans le 10e film, l'ascension de Darkrai, ou encore l'épopée épique de Sacha dans le second film, Le pouvoir est en toi. Car en plus de nous proposer une nouvelle histoire inédite, ils nous auront permis de voir le monde des Pokémon différemment, en plus de mettre en avant des valeurs et thématiques particulièrement fortes, du moins dans l'idée. Et ouais, vous vous doutez bien qu'après 25 ans, tout n'est plus très frais, et on s'est très vite retrouvé avec des trucs, disons, à la limite de l'irrespect. Et il est justement là le problème. Est-ce que ces films en valent toujours la peine? Est-il toujours aussi pertinent d'en faire aujourd'hui? Répondent-ils toujours à la même demande? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, commençons par passer le contexte. Nous sommes le 18 juillet 1998 au Japon, en plein âge d'or du jeu vidéo, quand sort le premier film Pokémon, Mewtwo contre Mew. L'anime, lui, avait déjà commencé depuis plus d'1 an et la hype autour de Pokémon commençait de plus en plus à se faire ressentir. Et face à autant d'engouement, il est logique qu'une envie d'user de la situation pour s'enrichir un max soit venue à la tête des responsables de la production de l'anime. D'autant plus que de tout le scénario préécrit de la série, un élément avait été mis de côté. L'étrange créature de la caverne azurée, Mewtwo. Et c'est là qu'un premier objectif est né, celui d'étendre l'univers existant, de l'approfondir. Ainsi, là où dans les jeux vidéo l'histoire de Mewtwo n'est que secondaire, avec des fragments d'histoire éparpillés à travers la région, ils sont dans ces films centraux et fondateurs d'une formule efficace, plus tard réutilisée dans les jeux de la série principale, celle de mettre en avant les dérives de la volonté humaine et ses répercussions flagrantes sur le monde des Pokémon. Dans le cas du film, le docteur Fuji est un scientifique qui, après la mort de sa fille, souhaite la ramener à la vie en créant un clone à partir de son ADN. Inconscient des problèmes éthiques et moraux que son expérience posait, il se fit financer par la Team Rocket pour réaliser ses premiers tests sur le Pokémon légendaire Mew, qui donna naissance à Mewtwo. Oui, ça casse pas trop à pattes à un canard. Mais ce n'est pas là où je veux en venir, le plus pertinent arrive par la suite. Le clonage est un succès. Lorsque Mewtwo est encore jeune, il rencontre les clones d'un Salamèche, Carapuce, Bulbizarre et surtout le clone de la fille de Fuji. Et contrairement à lui, ils n'ont malheureusement pas survécu au clonage. Mewtwo a pris conscience qu'il n'est qu'une création. Jamais il n'aurait dû exister. Et même s'il l'avait souhaité, jamais il n'aurait pu être autre chose que ce à quoi on l'avait destiné, une arme. Et évidemment, ça, c'est censuré. Bref, Mewtwo est montré dans le premier film comme étant la conséquence même de l'avarice humaine, c'est-à-dire son désir de vouloir comprendre et percer les secrets de ce monde, y compris celui de la vie. Et c'est ce genre de schéma que reprendra la plupart des jeux de la licence principale. Un antagoniste qui, en voulant réaliser son rêve au détriment de la volonté d'autrui, finit par se rendre compte que jamais il ne pourra surpasser les limites que l'univers a préalablement fixées. Et suite au succès phénoménal du premier film, est sorti le second Pokémon, Le pouvoir est en toi. Ayant eu la particularité d'introduire Lugia avant même la sortie d'Or et Argent chez nous, le film se démarquait du reste de la série par son ambiance une nouvelle fois unique et son ambition, et ce par l'intermédiaire de son antagoniste, Gélardan, un homme qui après avoir trouvé une carte de Mew se fit la promesse de collectionner tous les autres Pokémon, y compris Elector, Sulfura et Hardicotin. Mais ça, ce ne sera pas sans attirer l'attention de Lugia, le gardien des abysses. En plus d'être un coup marketing incroyable pour le jeu de cartes, ainsi qu'une façon pertinente de mettre en avant les oiseaux légendaires de la première génération, qui étaient jusque-là quasi inutiles, les ambitions de Gélardan ont permis une nouvelle fois aux joueurs de dissocier la série des jeux vidéo, en nous montrant à quel point les Pokémon ont un impact réel sur le monde qui les entoure. Les Pokémon légendaires ne sont pas juste rares, ils remplissent un rôle prépondérant dans le maintien de l'équilibre. Et avec un succès aussi colossal, je rappelle quand même qu'on est en pleine Pokémania, ils n'ont eu d'autre choix que de continuer. Bah oui, on a une recette qui marche et des gens compétents, pourquoi s'arrêter? Et les films s'enchaînent. Le film 3, Entei et le sort des Arbis, a permis de mettre en avant le mystère qui entourait ces étranges Pokémon, tout en nous contant la triste histoire d'une jeune fille à la recherche d'une figure paternelle depuis la disparition de son père, figure qu'elle retrouvera en Entei. Le film 4, Celebi, la voix de la forêt, introduisant le Pokémon fabuleux de la deuxième génération, ou encore le film 5, les héros Pokémon, avec Latios et Latias de la troisième génération, et j'en passe encore beaucoup. Bref, les films étaient devenus une extension du monde que nous connaissions. The Pokémon Company a gagné. Peu importe les films, ils seront rentables, à tel point qu'on en vient à en réaliser un par an, et ça dure toujours aujourd'hui. Plus que jamais, les films sont un moyen marketing de maintenir une certaine hype de la licence, et l'engouement phénoménal autour de Pokémon au début des années 2000 est loin derrière. Ce que je vous dis là n'a rien d'innovant, hein. Ce genre de choses, dans l'industrie cinématographique, ça arrive tout le temps, et Pokémon n'a rien inventé, car traditionnellement, ces films découlent simplement de la volonté de l'auteur de développer un univers, des personnages ou une narration préexistante. Le marketing moderne, c'est la définition même de la notion d'œuvre dérivée, c'est-à-dire un produit s'appuyant sur la
renommée d'une œuvre de référence dans le but de promouvoir son contenu. Et à ce jeu-là, Pokémon ne déroge inévitablement pas à la règle. Bien au contraire, ils ont toujours été maîtres de ce terrain, car qu'on le veuille ou non, bien qu'ayant eu à ses débuts une certaine envie de nous proposer une histoire unique, se dissociant de l'objectif initial de notre héros, le tout en nous proposant une nouvelle vision du monde que nous connaissions, les films Pokémon ne se concentrent aujourd'hui que dans un seul objectif, celui d'introduire de nouveaux éléments inhérents au jeu sorti à ce moment-là, soit, comme dit précédemment, de maintenir une certaine hype. Mais tout ne semble pas être perdu. Depuis quelques années, avec le film Pokémon Je te choisis, film sorti à l'occasion des 20 ans de la série, une nouvelle direction semble avoir été choisie, celle d'une histoire parallèle à l'univers animé. Pour faire court, bien qu'ayant toujours à l'idée d'introduire de nouveaux Pokémon, ils n'ont plus de réel impact sur les jeux. Cela peut en frustrer énormément et je le conçois. Pouvoir capturer Darkrai ou encore Latios et Latias après la sortie des films qui leur étaient dédiés, c'était incroyable. Mais aujourd'hui, il faut plus être étonné de rien avec Game Freak. L'équipe a de moins en moins de temps et de plus en plus la flemme. Et ça laisse énormément de liberté scénaristique aux auteurs. Le fait que Sacha et Pikachu soient séparés de leur équipe habituelle permet une nouvelle approche dans le développement de l'univers, celle de pouvoir se concentrer davantage sur la problématique globale. Et donc, offrir la possibilité de faire passer un message aux fans de la licence, exactement comme dans les premiers films. Là où ceux-ci montraient avant tout jusqu'où des humains aux idées saugrenues étaient prêts à aller pour atteindre leur objectif, ces nouveaux films souhaitent, semblerait-il, nous montrer jusqu'où les liens unissant Pokémon et humains peuvent aller. Je te choisis, en plus de nous montrer une vision alternative de l'épopée de Sacha, et ce qui se serait passé s'il s'était comporté comme un vrai dresseur, nous prouve que la valeur d'un dresseur n'est que le reflet des liens qui l'unissent avec son compagnon, tout comme le premier film ne prouvait que la valeur d'un Pokémon ne dépendait pas de ce que l'on choisissait d'en faire. Le pouvoir est en nous, dont le titre est lié de façon symbolique au second film, Le pouvoir est en toi, nous prouve que le monde ne dépend pas que de l'impact que les Pokémon ont sur lui, mais plutôt que c'est les liens entre humains et Pokémon et l'équilibre qui en découle qui déterminera de son avenir. Et pour finir, le film Coco, tout fraîchement sorti, est un parallèle évident au troisième film, Le sort des Arbis, puisque montrant une nouvelle fois des liens inédits entre humains et Pokémon. L'un nous contant l'histoire d'une petite fille souhaitant retrouver son père, et l'autre d'un jeune homme souhaitant plus que jamais le conserver. Et c'est pour moi le plus beau message qui peut nous être transmis dans ces films, et je pense bien que c'est dans cette direction qu'ils doivent se diriger pour la suite. Alors oui, bien sûr, cela ne change rien aux films précédemment sortis. Il y en a quand même 23, et même si pour la plupart ils se ressemblent dans le fond, ce que l'on a ressenti en les voyant reste différent. Et c'est pourquoi je vous invite à me dire en commentaire quel est votre film Pokémon préféré. Bon, par contre faut pas abuser, je veux bien être indulgent, mais ce genre de truc là, c'est non. Au revoir.